Désolé, j'ai connu un petit souci avec la connexion. J'avais sous-estimé ma capacité de consommation de forfait Internet et donc j'étais en rupture. Je voudrais, comme les autres ne nous avaient pas suivis, je voudrais réfléchir avec vous sur la problématique sécuritaire, mais surtout sur les déclarations faites par Monsieur le secrétaire général des Nations Unies. Mais avant de bien comprendre ce qu'il y a, qu'il faille commencer d'abord à circonscrire la situation que nous vivons dans la partie Est. Je ne veux pas commencer par son origine, parce que son origine est lointaine, mais je voudrais plutôt donner une période où nous avons senti qu'effectivement il y avait un plan contre la République. Et c'était vers les années 80. Pendant ces années, on a connu des secousses au niveau national, et cela ne nous a pas permis de bien cerner ce qui s'est tramé contre la République. Il vous souviendra qu'il y a eu un problème, le fameux problème de Lititi Mboka qui nous a conduit à l'embargo, le pillage de 91 ainsi que de 93, le problème des Interahamwe qui sont venus en tant que réfugiés, faisant suite à ce qu'il y a eu au niveau du Rwanda avec le fameux génocide, la création de l'AFDEL avec Laurent Désiré Kabila et ses alliés, la problématique de ce qu'on appelle abusivement le Banyamulenge, la problématique de la sécurité dans le pays, certains pays de l'Est, je cite ici l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, qui par contre étaient à la base de la création de l'AFDEL. Mais aussi par rapport à la question identitaire au niveau national et surtout sur la problématique de la nationalité. Bref, toutes ces questions apparaissent dans notre tableau de bord par rapport aux déclarations faites par Monsieur le secrétaire général des Nations Unies. Ceux qui ont l'habitude de suivre ce que je fais dans les réseaux sociaux savent que j'étais parmi les premiers à avoir partagé la vidéo faite par le secrétaire général en face des deux journalistes de la presse française. J'ai pu retenir beaucoup de choses dans ces déclarations. Ces déclarations qui ne nous a même pas pris 3 minutes, mais ça retrace ou ça met en évidence tous les complots qu'il y a contre la République démocratique du Congo, notre pays. Le secrétaire général a dit ceci, qu'il y aurait un programme de retrait progressif de membres de la MONUSCO. Il a dit également qu'il connaissait ce que voulait notre peuple, ce que notre peuple s'attendait de la communauté internationale. Il a ajouté que c'était une situation extrêmement difficile. C'est-à-dire que pour lui, il est difficile aux Nations Unies de résoudre le problème ou d'atteindre les objectifs tels que souhaités par notre peuple. Il a renchéri en disant que le M23 était une armée moderne et plus équipée. Le M23 disposait
des équipements lourds. Et lorsqu'on lui posa la question par rapport à l'origine de ces armes, il a dit que ça venait de quelque part, d'autant plus que ça ne pouvait pas sortir dans la forêt. Et même le journaliste a insisté en disant que ça venait de pays voisins. Lui, il insiste encore pour dire que ça ne sortait pas de la forêt. Une manière pour lui de confirmer que toutes ces armes lourdes, ça venait de quelque part, et c'est quelque part, ce sont le pays voisin. Il a donné d'autres éléments en proposant à notre pays d'avoir ou d'initier ou d'avoir une discussion sérieuse avec le Rwanda et l'Ouganda. Parce que pour lui, notre paix passera que par cette voie. Donc, ainsi pour dire, lorsque vous prenez la corrélation qu'il y a entre la problématique sécuritaire, entre l'intervention et les équipements, il considère pour sa part que la solution passerait impérativement par les discussions entre les trois pays. C'est là pour dire de manière implicite qu'il a cité le problème, il a cité les acteurs et il aurait préconisé des sources de solutions. Et pour aller au-delà de ce qu'il a dit, il ajoute encore que la présence de forces militaires extrêmement armées empêche ou empêcherait à l'ONU à maintenir la paix dans le monde. Ce qui veut dire quoi? Au regard de tout ce qu'il a dit, nous devons comprendre que les Nations Unies vient de confirmer son inutilité sur des questions de paix, surtout si le pays ou les armées en conflit sont lourdement équipées. Ça, ce sont des faits. Mais je voudrais d'abord rentrer sur la situation de manière générale. Il vous souviendra que la République démocratique du Congo n'était pas en conflit avec le Rwanda. Notre pays n'a pas participé au génocide du Rwandais. Ce qui veut dire que le Rwanda n'avait pas de raison de nous attaquer. Mais lorsque vous prenez les revendications du Rwanda, pendant toutes ces années, le Rwanda vous dit ouvertement que par précaution, qu'ils agissent. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'attaquer le FDLR par précaution. C'est-à-dire que par souci d'éviter d'être attaqués par le FDLR, qui sont par contre les détenteurs du pouvoir en 1994. Lorsqu'il y a eu génocide au Rwanda, ils se sont décidés, eux, la communauté occidentale, de venir avec ces Rwandais chez nous. Et le gouvernement de l'époque avait refusé de les accueillir justement parce qu'il considérait qu'ils étaient armés. Et le secrétaire général des Nations Unies, l'administration américaine, l'administration française ont obligé au gouvernement de l'époque de les accueillir au nom de la solidarité internationale. C'est-à-dire quoi en clair? C'est-à-dire que nous avons refusé de porter cette lourde responsabilité, de gérer près de 800 000 personnes chez nous, alors que parmi ces personnes, il y avait de ceux qui détenaient des armes. Mais la communauté internationale a considéré que si nous ne le faisions pas, ça serait non-assistance à peuple en danger. Et voilà pourquoi on nous a obligés, nous, la République démocratique du Congo, d'accueillir tous ces gens. Mais là où nous avons senti qu'il y avait quand même une certaine subtilité,
On suppose qu'en 1994, le Rwanda n'avait plus d'armée. Parce que toute son armée s'était déplacée, s'était déversée au Congo. Avec armes et munitions, avec sa banque centrale, avec toute son administration. Et donc, ce qui restait, c'était juste une portion de personnes qui ne pouvaient pas s'organiser en 2 ans, constituer une armée forte et attaquer les grands Congos. Et dans leur stratégie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'Ouganda, ils ont pris le Burundi, qui avait aussi des velléités chez nous, et ils ont pris d'autres pays pour créer l'AFDEL. Cette fameuse alliance de force qui vendait du vent de la démocratie et la libération de l'Afrique, qui nous ont attaqués. Et nos informations, les informations que nous avons, démontrent à suffisance que c'était financé par la communauté dite internationale. Il y avait des grandes puissances qui étaient derrière la situation. Et ce sont ces puissances qui ont financé les opérations, qui sont entrées par contre en contact avec nos généraux, en les intimidant, pour que nous arrivions à voir l'AFDEL ici à Kinshasa. Et l'AFDEL a eu à gérer ces pays pendant des années avec le Rwanda. 2 ans pratiquement. La guerre qui a commencé en 1996, ils ont fait le tour du Congo, ils ont traversé de l'est à l'ouest, ils ont occupé le nord et le sud. Donc le Rwanda, avec l'influence qu'il avait au niveau de l'AFDEL, pouvait mettre fin à la problématique des Interahamwe, les FDLR. Cela n'a pas été fait. Après quelques temps, cette même communauté internationale, qui avait constaté que Laurent Désiré Kabila avait chassé tous ces Rwandais et les autres étrangers qui étaient rentrés, ils ont soutenu la guerre du RCD. Et le RCD a eu à occuper toute la partie orientale, une bonne partie de la partie est du pays. Et donc, ils avaient aussi la possibilité de résoudre le problème des Interahamwe pendant des années, de 1998 jusqu'en 2003. La solution n'a pas été trouvée. Mais ce qui est surprenant, le secrétaire général demande à la République démocratique du Congo de négocier, pour ne pas dire de renégocier avec le Rwanda. Mais la question que nous devons tous nous poser, quelles sont les revendications du Rwanda? Le Rwanda prétexte qu'il était en quête de la paix. Le Rwanda, par précaution, cherchait à maîtriser ses éventuels ennemis qui sont considérés comme des rebelles, le FDLR. Mais à côté du Rwanda, il y a un autre pays, l'Ouganda. L'Ouganda considère que pour lui, il faut maîtriser le ZADF. Et donc, nous, peuple congolais, nous sommes en train de payer la facture justement parce que les 2 pays, sans oublier le Burundi, ces 3 pays ont pour objectif de traquer, de maîtriser tout ce qui constitue un obstacle pour leur pays. Je peux défier quiconque ici. Qui a déjà entendu les FDLR attaquer le Rwanda? Qui peut nous donner avec certitude que les ADF constituent un danger pour l'Ouganda? Qui peut prendre les risques? Parce que la seule fois où on nous a dit que les ADF auraient attaqué l'Ouganda, c'est à peine.
Je crois que c'était cette année. Mais l'Ouganda la revendication de l'Ouganda n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis 1994 que l'Ouganda a opté pour nous attaquer. Et donc, si l'Ouganda nous a attaqués en 1993, on ne peut pas prétendre justifier cela par cette fameuse attaque de 2022. Ce qui veut dire que l'Ouganda avait déjà d'autres velléités. L'Ouganda visait, n'est-ce pas, de nous attaquer pour d'autres fins. Nous n'avons pas fait appel aux ADF, encore moins au FDLR. C'est la communauté internationale qui nous les a imposés. Et nous les avons acceptés malgré nous. Mais comment les Nations Unies, qui nous a imposé d'accueillir ces gens, peut-elle aujourd'hui, ou peuvent-elles aujourd'hui, nous demander à nous, des victimes de ce que eux font chez nous, d'aller négocier avec eux? Ce qui veut dire quoi? Cela vient étayer tout ce que nous disions pendant tous ces années. La complicité de la communauté dite internationale. Je dirais mieux, la communauté occidentale sur le Congo. Il y a effectivement un complot contre la République. Il y a des gens qui veulent voir le Congo être démembré. Il y a des gens qui veulent voir le Congolais continuer à être tué. Et nous profitons de l'occasion pour demander à la population congolaise de prendre à bras le corps la question, de réfléchir en profondeur et de s'élever pour faire échec aux ennemis de la République. Je voudrais que l'on réfléchisse ensemble avec vous. Qu'est-ce que le Rwanda gagnerait si aujourd'hui le Congo est en paix? Qu'est-ce que le Rwanda, qu'est-ce que l'Ouganda gagnerait si aujourd'hui, qu'est-ce que le Rwanda et l'Ouganda gagnerait si aujourd'hui le Congo est en paix? Je vous fais juste une illustration. C'est à vous maintenant de voir. En usant de la géographie. La première fois, le M23 était soutenu par le Rwanda. Quelques temps après, lorsqu'on les a boutés dehors, une bonne partie du M23 est allée se réfugier en Ouganda. Et une infime partie au Rwanda. Ils ont tous été accueillis là-bas. La deuxième fois qu'ils ont surgi, le Rwanda et l'Ouganda ont nié. Ça n'a pas fait long feu. Ils sont repartis. Quelques jours après, ils nous ont attaqués pendant l'état de siège et ils ont récupéré Bunagana. Alors, sur le plan géographique, Bunagana est plus proche de l'Ouganda. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Bunagana est une zone tampon entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire en clair, les ADF ne peuvent pas atteindre l'Ouganda sans passer par Bunagana. Donc, nous devons comprendre que l'Ouganda n'a rien à gagner si le M23 quittait la zone. Et là, cette théorie ou cette thèse
ne peut tenir que si l'Ouganda n'est pas derrière la situation sécuritaire avec le M23. Donc, l'Ouganda, le M23 aujourd'hui, se constitue comme une sorte de bouclier. Mais pour le Rwanda, le M23 sert de raison de pression au gouvernement pour pousser le gouvernement à accepter d'aller dans la table de négociation afin de faire valoir ou promouvoir, valoir ce qu'eux considèrent comme revendication. Donc, dans les deux cas, les deux pays n'ont rien à gagner s'il y a la paix, surtout par négociation, et dès lors que ils n'ont pas de garantie que nous serons en mesure de leur donner ce qu'ils veulent. Donc, ce qui veut dire que la présence de M23 dans Bunagana arrange les deux pays. Et devant cette réalité, nous devons plus prendre le temps de réfléchir pour que nous arrivions effectivement à résoudre le problème. Et le secrétaire général vous dit, il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre voie que d'aller négocier avec l'Ouganda et avec le Rwanda. En nous responsabilisant, nous, de ne pas soutenir les ADF, mais en même temps les FDLR. Mais lorsqu'on lui pose la question, comment le M23 se ravitaille-t-il en armement? Et il insiste, ce sont des armes lourdes. Ce qui veut dire que le M23, qui était considéré hier comme une rébellion, après, comme un groupe terroriste, devient aujourd'hui, de manière formelle, par le secrétaire général, une armée. Lui qui est supposé comprendre la définition des concepts, parce qu'il est réputé spécialiste en droit international, spécialiste en relations internationales. Quel est le statut du M23 aujourd'hui? Pour que ce M23 puisse avoir une armée. Qu'est-ce qu'on entend par armée? Qu'est-ce qu'on entend par armée? Armée fortement équipée. Et lorsque le journaliste insiste sur l'origine des armes, il dit, avec autant de légèreté, il dit non, voilà, c'est vrai, ça ne sort pas de la forêt. Ça vient de quelque part. Mais nous savons que le Rwanda n'achète pas les armes. Le Rwanda ne fabrique pas des armes. Le Rwanda achète les armes. Et toutes les armes qui sont achetées par le Rwanda ont des numéros de série. Ce qui veut dire qu'on peut identifier le marché où le Rwanda a acquis les armes. Ce qui veut dire que la communauté internationale ne veut pas connaître qui vend les armes et qui fournit le Rwanda les armes. Et si ces armes-là n'ont pas été données au M23 justement pour cette fin-là. C'est quand même surprenant. Les Nations Unies ont été créées pour instaurer la paix dans le monde. Et voilà, son secrétaire général vous dit, le Congo, vous êtes condamné à être en guerre. Et ce qui est surprenant, nous ne sommes pas en guerre contre nous-mêmes, mais nous sommes en guerre contre un autre membre de la communauté dite internationale. Mais essayons un peu d'analyser. Par rapport à ce qui s'est fait en Ukraine, toute la communauté internationale, ou je dirais mieux, la communauté occidentale se mobilise parce qu'une grande puissance attaque un pays faible. Et ce qui est surprenant, l'Union africaine a soutenu la position de l'Union européenne. L'Union européenne a donné, a fourni en armes les Ukrainiens parce qu'ils considéraient
qu'au nom de la paix internationale, aucun pays n'avait le droit d'occuper l'espace d'un autre pays souverain. On est en train de marcher sur nos droits qui nous sont reconnus au niveau international. Et voilà le secrétaire général des Nations Unies, qui est supposé être le chef de l'Organisation des Nations Unies, vient cette fois-là de se déclarer incapable de résoudre notre problème. Ce qui veut dire que nous rentrons maintenant dans ce que nous disions, qu'il fallait plus compter sur nous, qu'il ne fallait pas prendre autant de temps à compter sur ce que vous appelez abusivement la communauté dite internationale, qu'il fallait plutôt investir en interne et à tenir compte de relations dans la bilatéralité, qu'il fallait plutôt chercher de voies dans le même sens que ce qu'ont fait les Ukrainiens. Fort malheureusement, au niveau interne, nous n'avons pas su capitaliser tout ce que nous disions. Lorsque nous insistions sur le rôle de l'armée, lorsque nous insistions sur la lutte contre la corruption et le détournement de fonds, parce que nous savions que nous allions avoir cette situation, qu'on allait être abandonnés à notre triste sort. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Nous demandions à ce fameux gouvernement d'insister sur l'armée, de ne pas compter sur l'extérieur, de plus compter sur nous-mêmes, sur notre capacité de riposte, notre capacité à nous prendre en charge. Nous l'avons dit. Nous avons insisté sur le fait qu'il fallait avoir un commandant en chef aguerri, parce que la guerre était transversale. Il y avait plusieurs centres d'intérêt. Et donc, nous ne pouvions pas compter que sur ces partenaires traditionnels. Il fallait voir autrement les choses. Ce qui est surprenant, ils ont refusé de nous écouter. Aujourd'hui, les Nations Unies se déclarent incapables. Quelle est la solution alternative? Ne me dites pas que nous devons compter sur le EAC. Parce que déjà, lorsqu'on nous renvoie pour aller parlementer avec le Rwanda et l'Ouganda, ce qui veut dire que les Nations Unies viennent là de confirmer qu'ils sont derrière la crise au Congo. Alors, devons-nous aller vers l'EAC? Devons-nous compter sur l'EAC? Est-ce que l'EAC aura plus d'équipements que la MONUC ou la MONUSCO? Est-ce que l'EAC aura plus de moyens en termes de budget que la MONUSCO? Sommes-nous aussi naïfs pour croire qu'une organisation où le Rwanda et l'Ouganda sont influents peut résoudre notre problème qu'eux-mêmes ont créé? N'est-il pas important de réfléchir à deux fois sur la solution que nous devons apporter par rapport à cette problématique? N'est-il pas impérieux que nous essayons de voir en interne ce que nous pourrons faire? N'est-il pas urgent que nous consolidions davantage l'unité nationale? Voilà, là, ce sont des questions que nous devons tenter d'y répondre. Et donc, je voudrais vous faire connaître ma position par rapport à ces fameux dialogues avec ces deux autres pays. Je m'inscrirai toujours en faux d'aller dans le sens de négocier avec le Rwanda et l'Ouganda, parce que dans les négociations, il s'agit là du rapport de rendez-vous du donner et du recevoir.
on va nous proposer la paix, moyennant quoi? Que devons-nous donner pour que nous soyons en paix? Parce que nous avons démontré ici, la problématique d'Interahamwe, ce n'est qu'un faux fuyant. Si la communauté internationale avait réellement besoin de nous aider, il fallait prêter oreille à ce que le Hutu dise. Ils sont majoritaires dans ces deux pays. En Ouganda, comme aussi au niveau du Rwanda. Et pour la communauté internationale, il faut que nous cédions quelque chose. Mais rien ne nous garantit que même si nous cédions cette chose-là, nous serons en paix. Lorsque cette communauté internationale exigeait à Laurent Désiré Kabila d'intégrer le Rwandais dans son gouvernement, lorsque cette communauté internationale avait vu que Joseph Kabila avait respecté ses accords, cela ne nous a pas procuré la paix. On n'a pas garanti la survie de notre peuple. Dans chaque gouvernement, et pendant toutes ces années, on retrouvait le Hutu et les Tutsi dans notre gouvernement. C'est que le Rwanda ne peut pas faire. Si aujourd'hui, nous, Congolais, nous créons la guerre contre le Rwanda et qu'on nous demandait de négocier, si nous exigeons à ce que le Congolais soit toujours dans le gouvernement rwandais, est-ce que le Rwandais allait-il accepter? Afin d'imposer la paix, il y a possibilité de sanctionner tous ceux qui participent dans l'insécurité dans notre pays. Mais cette communauté ne le ferait pas. Parce que justement, elle est à la base, elle est la cause, l'acteur majeur de cette situation. Et donc, nous devons éviter de nous apitoyer sur notre propre sort et nous devons également éviter de développer cet esprit attentiste. Nous devons nous réarmer mentalement. Nous devons arriver à mobiliser notre peuple pour que nous arrivions effectivement à mettre fin à cette aventure. C'est vrai, l'Ukraine n'est pas un pays puissant. Mais aujourd'hui, au niveau international, on considère l'Ukraine comme une grande nation. Une nation de résistance. Nous devons tous résister contre ces complots. Nous devons tous nous mobiliser partout où nous sommes pour dire à la communauté dite internationale, nous ne pouvons pas abdiquer à cette mission sacrée qui nous est donnée, celle de défendre notre dignité et notre nation. Et nous allons demander à tous les pays africains, tous ceux qui veulent voir une Afrique forte,
Vous n'avez même pas le droit de compter sur les Nations Unies. Parce qu'elles viennent de vous tourner le dos. Vous n'avez même pas le droit de compter sur vos dirigeants. Parce qu'ils font preuve d'une naïveté qui ne dit son nom. Il faut arriver à créer un déclic dans l'esprit de tous nos compatriotes afin que nous puissions prendre à bras le corps cette question. Lumumba était un homme de même nature que nous. Nous devons développer notre intelligence pour que nous arrivions effectivement à résoudre ces problèmes-là. Nous devons tout faire pour que nous soyons effectivement respectés au niveau international. Si les Nations Unies vous disent que le 1-23 est plus équipé que l'armée mondiale, ce qui veut dire que les Nations Unies veulent vous dire tout clairement qu'ils n'ont rien à foutre de vos vies. Ils n'ont rien à foutre de votre avenir. Ils n'ont rien à foutre de votre dignité. Ils n'ont rien à foutre de votre existence. Mais nous, nous avons l'obligation, nous en tant que peuple souverain, de préserver notre espèce. Nous avons l'obligation en tant que peuple souverain de veiller sur notre survivance. Et donc, nous avons l'obligation de conjuguer nos efforts dans ce sens. Voilà pourquoi je vous demande, vous tous, partout où vous vous trouvez, soutenez notre parti. Soutenez notre combat. Ensemble avec vous, nous pouvons surprendre le monde. Nous sommes capables de refonder l'État sur de nouvelles bases. Nous sommes déterminés à doter à notre pays une armée responsable, une armée forte. Nous sommes capables d'apporter l'éveil à notre peuple pour que nous faisions échec à tous ceux qui s'élèvent contre nous. Et je me dis, M. Félix Tshisekedi prendra la parole dans le sommet des Nations Unies. Mais la conclusion est déjà connue. La position des grandes puissances est déjà connue. Ils sont contre nous. Ils sont contre nous. Devons-nous fléchir? Devons-nous nous lamenter? Sommes-nous obligés de vivre dans cette humiliation? Il va prendre la parole certainement. Il va faire sa déclaration. Mais ça sera une déclaration sans effet. Parce que 2 jours avant le sommet, les Nations Unies ont déjà pris position. Ça nous sert à quoi cette fameuse diplomatie agissante? Ça nous sert à quoi cette gouvernance polluée? Ça nous servirait à quoi d'écouter, d'entendre ce que M. Félix Tshisekedi aura à dire? Parce que le chef a déjà tout dit. Et il vous souviendra, lorsqu'on chassait le porte-parole de la MONUSCO, c'était justement sur le même fait. Il avait fait pratiquement la même déclaration. Il a loué la capacité de M23. Il a considéré que la responsabilité incombait au gouvernement congolais de sécuriser sa population. Le secrétaire général des Nations Unies a dit la même chose. Sa représentante ici avait dit la même chose. Devons-nous croiser les bras? Attendre notre mort au futur?
notre mort prochaine? N'avons-nous pas le droit de nous lever et de nous battre? Si nous n'avons pas d'armes, mais cherchez où en trouver. Si nous ne pouvons pas trouver des armes modernes, mais essayons de faire quelque chose. Ce qui me fait mal, on m'exige de payer l'impôt pour aller sécuriser l'ambassadeur rwandais chez nous. Sommes-nous obligés d'avoir un ambassadeur au Rwanda et en Ouganda, alors que notre peuple est en train d'être tué chaque jour? Lèvons-nous. Lèvons-nous. Il est temps pour nous de prendre à bras le corps la question. Il est temps pour nous de définir ce que nous voulons être demain. Lèvons-nous. Et je crois que c'est ça l'essentiel de mon message. En tout cas, merci à vous qui avez participé par vos commentaires. Merci à tous ceux qui vont nous suivre. Et je suis sûr qu'il y aura certainement d'autres compatriotes qui vont relayer ces messages. Et je pense que ça sera aussi une occasion pour nous de faire entendre notre voix. Parce que généralement, lorsque les gens sont en quête du pouvoir, ils ont peur de parler tel que nous l'avons fait. Ils vont se dire, non, voilà, on risque d'être mal coté. La communauté internationale n'aime pas ces messages. Le nationalisme n'est pas une bonne chose pour un politicien. Il faut éviter d'offusquer, de toucher la sensibilité occidentale. Mais moi, je pense que nous ne sommes pas des xénophobes, mais nous avons l'obligation de défendre notre dignité. Et c'est ça le rôle que nous nous donnons, celui de défendre notre dignité. En tout cas, merci à vous. Ceux qui veulent nous contacter peuvent nous contacter via notre numéro de téléphone, plus 243 81 250 28 51. 81 250 28 51. En tout cas, merci beaucoup à vous et à la prochaine. Merci.